Mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Paralysie ce lundi des activités commerciales à Port-au-Prince suite à un mot d'ordre de grève lancé par plusieurs organisations syndicales. Pour la troisième année consécutive, Haïti a connu une contraction de son économie, ce qui n'était pas arrivé depuis l'embargo des années 90, selon l'économiste Kessner Farrell. L'ancienne première dame, Martine Moïse, était en visite dans la Grande Anse le week-end dernier. Elle a été accueillie chaleureusement par des centaines de personnes. Comme nous le disions en titre, aujourd'hui à Port-au-Prince, les rues étaient quasiment vides et les activités commerciales étaient au point mort, suite à un mot d'ordre de grève. L'un de nos reporters a sillonné la ville. Il est avec nous sur le plateau de Métropole ce soir pour nous faire un compte-rendu de ce qu'il a vu. Bonsoir, Rudolph Pierre-Louis. Bonsoir Serge et bonsoir à toutes et à tous. Bon, alors, Rudolph, vous avez profité de ce que les rues étaient vides pour aller un petit peu partout, à gauche, à droite, monter, descendre. Où est-ce que vous êtes allé et qu'est-ce que vous avez constaté? Eh bien, justement, on a fait différents parcours, notamment Pétionville, le centre-ville, plus précisément la Lue, Nazon. On a sillonné également la zone de Bourdon et Delma en particulier parce que c'est une zone quasiment commerciale. Donc, selon les constats, il faut dire que le mot d'ordre de grève lancé par les syndicalistes du secteur du transport en commun a été respecté d'abord en ce qui concerne les écoles. Les établissements scolaires étaient totalement fermés. Des écoliers se sont quand même rendus à l'école ce matin, mais ils ont été renvoyés par des responsables qui leur ont dit que finalement, on ne va pas fonctionner au cours de la journée à cause du mouvement de grève. Et de l'absence de tap-tap, exactement. etc. Oui. Du côté du commerce, il faut souligner que les grandes entreprises, notamment à Pétionville, ont gardé leurs portes fermées. Il y a quelques petites boutiques qui ont fonctionné, mais le grand commerce n'a pas fonctionné. Du côté de Delma, c'est les banques. Le même constat maintenant. En ce qui concerne les banques, eh bien, c'est totalement fermé. Quelle que soit la banque commerciale de la place, eh bien, on a fait le constat à Pétionville, à Delma, au centre-ville, les portes des banques sont totalement restés fermés. Exactement. Ouais. Et de même pour quelques stations-service. D'ailleurs, on sait qu'il y a depuis quelque temps un problème de carburant, notamment la gasoline. Et jusqu'à maintenant, ça persiste. Donc, on a vu que les pompes à essence, eh bien, la majorité s'est fermée. Et il faut dire que ce qui a fonctionné, c'est surtout le petit commerce. Dans les marchés publics, eh bien, c'est comme d'habitude. Les petits commerçants sont là en train d'écouler leurs produits, que ce soit à Delma, à Pétionville, notamment. Dans les marchés publics qui se trouvent à Pétionville et à Frères. Donc, le commerce, le petit commerce, bien entendu, a fonctionné. Donc, c'est ça le constat. Il faut dire que, bon, on ne peut pas dire, nous qui sommes des journalistes, que ce mot d'ordre de grève est une réussite, mais c'est plutôt aux initiateurs de se prononcer là-dessus. Mais selon les constats, on peut dire que, eh bien, le mot d'ordre a été respecté et les activités étaient quasiment au point mort. Non, ça, le mot d'ordre a été très largement suivi. J'ai pu m'en rendre compte quand je suis venu à Métropole. On se serait cru un dimanche de vacances. Je crois que j'ai croisé en tout 2 tap-tap, un minibus et un bus. Donc, il n'y a pas eu de barricade, il n'y a pas eu d'embouteillage. La roue est totalement dégagée. On peut dégagée, calme. Exact. Absolument. J'ai même eu l'impression que je n'ai pas vu beaucoup de motos. Non. Très peu de motos. Hein. Exactement, parce que d'abord, il faut considérer le mot d'ordre de grève et ensuite le problème de carburant.
Oui, c'est ça. Oui, quoique, oui, carburant, certes, mais j'ai l'impression que les motos ont leur filière parce que je n'en ai jamais vu autant dans les rues. En effet. Et là, maintenant, on se questionne parce qu'on voulait avoir la version des organisateurs, bien sûr, notamment la PCH, mais Changeux. Bon, on sait que MUT, le mouvement unifié des transporteurs haïtiens, n'a pas participé au mouvement de grève. C'était Duclos Bénissois, le responsable. Il a dit ouvertement qu'il ne participe pas. Mais du côté de Méhu Changeux, on a tenté de le joindre au téléphone de préférence, mais en vain, pour savoir quelle est sa version. Est-ce que vraiment les organisateurs sont satisfaits? Est-ce que leurs attentes sont comblées? Malheureusement, ils étaient injoignables. Bon, un dernier mot, Rudolf Pierre-Louis. Qu'est-ce qui a motivé ce mot d'ordre de grève? Il cherchait quoi? Eh bien, le motif, c'est l'insécurité. L'insécurité parce il que... protestait contre l'insécurité. Donc, c'était ça l'objectif principal, c'était ça la motivation principale, parce que il y a, dans certaines zones de la capitale, là où se trouve parfois dans quelques routes principales, quand les camions citernes essaient de faire la livraison des produits pétroliers dans les pompes à essence, eh bien, certains d'entre eux se font braquer par des groupes armés. Eh bien, là, maintenant, ça s'est répété dans plusieurs zones, et finalement, les initiateurs ont jugé nécessaire d'organiser ce mouvement pour dire non à l'insécurité, parce que d'abord, il y a le problème de carburant, les consommateurs se plaignent, et les organisateurs ne savent pas quoi faire. Ils ne savent pas à quel sens se vouer parce que déjà, ils ont utilisé les canaux de presse pour faire passer le message et jusqu'à présent, c'est le même constat. Donc, ils ont décidé de passer à l'action en organisant ce mouvement de grève, mais espérons que là maintenant, ça va aboutir à quelque chose parce que c'est toute la vie nationale qui est bouleversée par ce problème de carburant. Et on a l'impression que les propriétaires d'entreprises ont jugé bon de leur côté de prendre part, de respecter ce mouvement parce que de façon à alerter les autorités de manière un peu plus forte. L'insécurité. Oui, non, ça c'est évident. Le mot d'ordre, c'était pour une journée? C'était pour une journée. Bon, on a donc en principe, demain, reprise normale des activités. Il y a des notes qui circulaient faisant état de demain, Dieu voulant, ce sera la deuxième journée, mais avec notre collaborateur Rivers de Lac, on a pu vérifier que c'est seulement une journée. À partir de demain, les activités vont reprendre correctement. Bon, on ne sait pas si elles vont reprendre correctement, mais le mot d'ordre de grève n'a pas été renouvelé. Non, non. Bien. Parfait. Merci beaucoup, Rudolf Pierre-Louis, pour ce compte-rendu de ce qui s'est passé dans les rues, ou plutôt de ce qui ne s'est pas passé dans les rues de la capitale aujourd'hui, suite à ce mot d'ordre de grève. Calme plat, mais également aucune violence, aucune barricade, rien de tout cela. Après la démission fracassante de l'ambassadeur Daniel Foote, les autorités américaines, le State Department, n'ont pas tardé à nommer deux nouveaux émissaires pour Haïti, messieurs Brian Nichols et Juan Gonzalez, qui eux-mêmes sont immédiatement venus en Haïti et le même jour ont commencé à rencontrer des leaders politiques et des responsables de la société civile. L'un des responsables politiques qui a été invité à cette réunion est avec nous ce soir en visioconférence. Il s'agit de M. Clarence Renoir, coordonnateur général du parti UNIR. Bonsoir, Clarence Renoir. Bonsoir, Serge Kahn. Bonsoir à vos téléspectateurs et téléspectatrices. Bien, donc Clarence, vous faites partie des responsables politiques qui ont été invités à rencontrer messieurs Nichols et Gonzalez. Comment ça s'est passé? En réalité, nous étions 17 à cette invitation et toutes les invitations ont été, je dirais, remplies. Toutes les places ont été remplies à cette invitation et ça s'est bien passé. C'était une atmosphère cordiale, je dirais. De franc-parler surtout aussi entre les Américains, mais aussi du côté des Haïtiens. Et une rencontre quand même assez longue parce que c'est déroulé sur 3 heures d'horloge. Vous avez compris qu'il y a eu beaucoup d'échanges entre les interlocuteurs, les envoyés spéciaux, les émissaires et nous-mêmes du côté haïtien parce qu'il y a eu au moins 3 tendances dans la salle au cours de cette rencontre. Était-il nécessaire cette rencontre? Je ne sais pas. Peut-être non, je le dirais, parce que
les Haïtiens doivent être capables de se rencontrer aussi entre eux-mêmes, entre nous-mêmes, pour discuter de nos problèmes. Mais bon, en tout cas, nous fûmes présents pour écouter la position des États-Unis exprimée à travers les propos tenus par M. Brian Gonzalez, Nichols et Juan Gonzalez. Mais Clara Stronoy, quel est votre sentiment sur la mission exacte de ces deux émissaires en Haïti? Qu'est-ce qu'ils sont venus faire vraiment? En réalité, une mission aussi courte, pour moi, était une sorte de mission de consultation. Consulter les acteurs, reprendre le dossier aussi en main. Parce que vous avez bien dit dans votre introduction que Daniel Foote, qui était l'envoyé spécial, a claqué la porte de manière brutale, forte et inattendue. Donc, pour Washington, c'était nécessaire qu'il y ait d'autres émissaires à côté de l'ambassadeur, qui est toujours en place, je fais remarquer, mais qui était venu pour consulter les différents acteurs, la société civile, le Premier ministre en fonction, mais aussi l'ensemble des partis politiques représentés à travers les 17 personnes qui étaient là. Et aussi la police nationale. J'ai compris qu'ils ont rencontré aussi la police nationale sur les questions de sécurité qui importent beaucoup pour eux. Donc c'était une consultation à mon avis, mais pour dire aussi un message clair aux Haïtiens, débrouillez-vous à trouver un accord large et plus inclusif, et dans un deuxième temps que nous ne sommes pas là pour choisir un candidat parmi vous ou un accord est préférable à un autre. Donc voilà, c'était un peu ça le message que j'ai même compris de cette visite très brève des deux émissaires américains. Oui, ça a duré 48 heures. Oui, donc en quelque sorte, ils sont venus vous redire que vous devez faire ce que vous, le monde politique haïtien, essayez de faire depuis 2 ans, mais sans succès. C'est-à-dire, messieurs, chita ensemble, parler, discuter. Tout à fait. Et le constat qui a été fait, c'est que les Américains nous ont réunis, ce que nous n'avions pas pu faire avant. Oui. Si vous vous rappelez, l'UNIR avait à maintes reprises invité les acteurs à se rencontrer, mais on n'a pas pu le faire. Et comme aussi, nous fûmes les premiers à unir, à dire sur Métropole qu'il fallait mettre les 3 accords ensemble, parce que chacun était insuffisant, chacun avait sa faiblesse et ses forces sans doute, mais il fallait les réunir, et c'est ce que les émissaires américains nous ont répété, trouver un accord avec une base plus large, plus inclusive, un accord plus inclusif, donc pour faire la route. Et donc ça, on aurait dû le savoir déjà nous-mêmes, et car il était nécessaire que entre les acteurs politiques haïtiens, entre les acteurs de la société civile, il était nécessaire aussi de nous rencontrer entre nous pour discuter dans le calme, sans la pression de la rue, mais pour trouver un accord, ce que les Américains nous demandent. Et ce que nous pouvons constater, c'est que pour le moment, comme il n'y a pas encore cet accord inter-haïtien qui ferait taire les ambitions des uns et les prétentions des autres, c'est le Premier ministre qui est en exercice qui dirige l'État. Mais Clara Stronoy, est-ce que vous avez le sentiment que cette invitation lancée par les émissaires américains à, on peut dire, l'ensemble de la classe politique, en tous les cas de celle qui compte vraiment, est-ce que vous pensez que ça va favoriser ou est-ce que vous allez finalement décider entre vous de vous asseoir et d'essayer de trouver une solution de sortie de crise qui passe peut-être par une espèce de cocktail entre Le Pen, la proposition de M. May et la troisième. Est-ce que vous croyez que c'est de nature à aider le monde politique haïtien à s'asseoir autour d'une table et à discuter? Alors, je vous dirais 3 choses, si vous permettez. La première, c'est qu'il y a eu une prise de conscience de cette question-là. Pourquoi les Haïtiens entre eux ne peuvent pas s'asseoir? Et il y a une initiative qui a été prise, je me garde de révéler quoi que ce soit en disant ça, mais il y a une initiative pour faire un suivi de cette rencontre qui a été faite à l'ambassade américaine. La deuxième chose, c'est que nous sommes sortis, pareil qu'à l'arrivée. Nous sommes sortis divisés, chacun est resté dans sa position. Moi, je veux tel accord parce que tel accord offre telle possibilité, etc. Donc ça, c'est un problème aussi. Il va falloir, si nous nous rencontrons ailleurs, il est souhaitable que ça se passe, que chacun puisse mettre de côté son ego personnel ou ses ambitions et ses prétentions pour voir qu'est-ce qui est le mieux pour Haïti.
Et ce qui est le mieux pour Haïti, à notre avis, moi-même je parle dans le nom du Parti Unir, ce serait que nous puissions trouver un accord et le signer sans contrepartie, sans condition. C'est-à-dire ne pas exiger d'avoir un poste ministériel ou diriger une direction générale pour signer un accord. Si l'accord est bon pour Haïti, pour amener la stabilité, pour amener la sécurité et favoriser la tenue d'élections démocratiques, sécurisées et inclusives, c'est un bon accord parce que l'État doit être géré, mais pas être géré par des partis politiques, partagés avec des partis politiques. Donc il y a ça. Le troisième point, il y a aussi ce point qu'il fallait entendre que les Américains nous disent, écoutez, débrouillez-vous entre vous, nous n'avons pas de candidat. Si on peut comprendre cette position, même si elle est un petit peu diplomatique, parce que les Américains représentent la grande puissance de la région, et cette grande puissance de la région va toujours avoir envie, la tentation de savoir ce qui se passe à l'intérieur ici. Mais c'est à nous, Haïtiens, de gérer notre situation pour ne pas favoriser l'envoi d'envoyés spéciaux, j'allais dire, mais l'envoi d'émissaires de temps en temps. À chaque fois qu'il y a une crise, il faut envoyer des émissaires pour venir tirer les oreilles des Haïtiens, parler aux Haïtiens et parfois même prendre les décisions à notre place. Aujourd'hui, je crois que cette prise de conscience a traversé un peu la salle pour dire, écoutez, nous devons aussi nous-mêmes faire une tentative de rencontre et nous devons aussi nous-mêmes nous offrir une chance de prendre une décision entre nous Haïtiens. Très bien, Clarence Saunois. Deux petites questions rapidement pour finir. Vous venez de faire allusion à une initiative pour un suivi. Il s'agit d'une initiative des émissaires américains ou une initiative du côté haïtien? C'est une initiative prise dans la salle même lors de la réunion entre Haïtiens, et je peux donner le crédit à celui qui avait lancé l'idée, c'est Evans Paul qui avait suggéré qu'il y ait un comité de suivi qui fasse une nouvelle rencontre avec nous, les acteurs haïtiens, pour voir si on peut dégager un consensus entre les différents acteurs, et on est dans la phase de faire suite à cette invitation. Très bien, très bien. Bon, dernière question, rapidement. Qu'est-ce qui est prévu Est-ce qu'il y a un agenda qui a été mis en place avec les émissaires pour de nouvelles rencontres ou de nouvelles visites qu'ils viendraient faire en Haïti? Je crois que les émissaires prévoient de retourner en Haïti au courant du mois d'octobre. Je n'ai pas de date précise, mais probablement c'est pour un suivi aussi de leur première visite, parce qu'ils sont chargés aujourd'hui du dossier haïtien, même s'il y a une ambassade qui fonctionne ici et qui probablement fait des comptes rendus, fait des rapports sur la situation en Haïti. Nous devons comprendre aussi l'intérêt des États-Unis pour ce qui se passe en Haïti, que ce soit sur le plan de la sécurité, mais aussi sur le plan migratoire. Aujourd'hui, c'est un sujet qui est une épine au pied de l'administration Biden, donc ils ont besoin de voir une administration haïtienne prendre les choses en main et avec un agenda qui prépare la tenue d'élections pour qu'il y ait des autorités légitimes à prendre fonction en Haïti et qui puissent dialoguer avec eux aussi de manière constitutionnelle, légale, entre partenaires. Donc il y a cette assurance aussi que les États-Unis ont donnée que nous allons toujours accompagner Haïti, nous allons toujours aider Haïti, mais les Haïtiens, je peux vous dire que j'ai entendu ça dans la salle, beaucoup ont demandé, ont souhaité qu'il y ait un nouveau deal, un New Deal, un plan Marshall pour Haïti. Parce que, oui, les Américains aident Haïti, mais Haïti est toujours ce pays très pauvre, ce pays avec des difficultés énormes qu'il faut surmonter. Et dans ma voix, j'ai dit à ces émissaires que justement, même après les élections, Haïti aura besoin d'un support financier massif pour pouvoir sortir de l'instabilité et atteindre la stabilité et le développement. Eh bien, c'est parfait. Clarence Saunois, est-ce qu'il y a un dernier mot que vous souhaiteriez ajouter? Le dernier mot, c'est à nous, Haïtiens, de nous prendre en charge. J'ai écrit cette semaine dans un tweet pour dire que nous sommes les médecins, les seuls médecins de nos maux. Donc, nous devons prendre conscience de cela et nous devons faire ce que les Haïtiens aiment dire beaucoup, ce dépassement de soi, cette abnégation. Et pour Haïti, pour dire quel est l'intérêt d'Haïti dans ma position. Est-ce que c'est mon intérêt que je regarde ou l'intérêt d'Haïti? Donc nous retrouver autour d'Haïti pour sauver cette jeunesse qui est à sa perte, qui est à la dérive sur les frontières de beaucoup de pays de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud, pour que nous puissions réorganiser notre société et remettre notre pays au travail dans la stabilité et dans la sécurité. Eh bien, merci infiniment, Clarence Saunois. Merci de votre présence pour nous faire part
de votre sentiment après votre rencontre avec messieurs Nichols et Gonzalez, les deux émissaires américains qui ont remplacé Daniel Foote. Et puis bon, il n'y a plus qu'à souhaiter que finalement toutes ces bonnes intentions se traduisent en action. Tout à fait. Merci beaucoup Serge, c'était un plaisir d'être avec vous. Bonne journée, bonne fin de journée Clarence Renoy, et encore une fois merci. Voilà, c'était M. Clarence Renoy, coordonnateur général de UNIR, qui nous faisait part de ses sentiments suite à sa rencontre, ainsi que 17 autres responsables politiques avec les nouveaux émissaires américains. L'ancienne première dame, Martine Moïse, était donc en visite dans la Grande-Anse durant le week-end. Elle a reçu un accueil chaleureux de la part des partisans jovenelistes qui ont scandé le slogan « Nous déjà pédi papa, bam mamam ». Martine Moïse, qui semblait déjà en campagne, s'est rendue dans plusieurs communes ou localités, dont Pestel. Elle est de retour en Haïti après avoir reçu des soins aux États-Unis pour les blessures reçues le 7 juillet dernier. Elle devra répondre cette semaine aux questions du juge Gary Aurélien, chargé d'instruire l'affaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, HCDH, ont tiré la sonnette d'alarme en faveur des migrants haïtiens. Dans un communiqué, ces agences de l'ONU appellent les États à s'abstenir d'expulser les Haïtiens sans avoir correctement évalué leurs besoins de protection individuelle, à faire respecter les droits fondamentaux des Haïtiens en déplacement et à offrir des mécanismes de protection ou d'autres dispositions légales pour un accès plus efficace aux voies de migration régulières. Les 4 agences encouragent également les pays des Amériques à s'engager dans une approche régionale coordonnée qui veille à assurer la protection des femmes, des hommes et des enfants haïtiens qui se déplacent dans leur région. L'ONU et ses partenaires fournissent une assistance de base aux Haïtiens à divers endroits au cours de leur voyage, mais également en Haïti. Cependant, il faut en faire davantage pour trouver des solutions durables à leur profonde vulnérabilité, précisent les responsables de ces agences. Erlande Berger a remporté la finale du concours Miss Monde Haïti 2021 qui a eu lieu dimanche. Exceptionnellement, cette année, il n'y a pas eu de phase éliminatoire. Alors qu'elles étaient 11 postulantes à débuter ce concours, 3 se sont désistées et 8 ont pris directement part à la finale. La gagnante doit représenter Haïti au concours Miss Monde qui se déroulera en décembre prochain à San Juan de Porto Rico. Moi très excitée, moi très content et aussi moi ouais bon Dieu passé avec je dis que moi suis une nouvelle ambassadrice pour pays que pour mal faire drapeau pays me flotter à l'échelle internationale. Je dis à moi content et aussi pas comme pas passer inaperçu, m'a motiver jeunes filles en Haïti pour prendre initiative pour vendre tête dans le sens positif, non seulement pour risquer, pour travailler sous tête pour croire dans tête. Je dis à moi ça me content, moi ça me fier étant que une jeune fille qui saute en province, qui grandit en province, moi décrocher une couronne mise de beauté année ça, pas gagner avec plus gros sentiment que me ka recevoir que un sentiment de fierté. Vous pour représenter Haïti en décembre dans Miss Monde International. Est-ce que vous sentez prêt pour porter flambeau ça? Oui, moi prêt et ceci avec accompagnement membre organisation yo. Je pense que je mettre au top pour bien préparer pour moi à représenter pays à Digno. Moi prêt pour m'apprendre, moi prêt pour travailler sur tête moi prêt pour m'améliorer et moi prêt pour me combler faiblesse moi. Et quel message vous avez pour la jeunesse haïtienne qui t'a considéré comme modèle? J'ai pile message pour la jeunesse. Premier message que je gagne, je dis, étant que une jeune fille province arrive prendre une couronne,
qui pas levé Port-au-Prince, pour moi-même, c'est parce que je crois dans la tête. Et deuxième bagaille, c'est parce que moi honnête, moi humble. Pendant tout le parcours, je n'ai pas essayé de piéger personne. Troisième bagaille, c'est parce que moi osé. Jodi, nous devons prendre comme modèle parce que premièrement, je suis un jeune entrepreneur, moi prends un risque dans la vie, moi sorti loin et que j'ai un pile bagaille pour me partager avec nous dans l'avenir. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Excellente semaine à toutes et à tous et à la prochaine. Même heure, même chaîne.